événement soit à la fois porteur de sens et respectueux de l'environnement. Voilà, en accord bien sûr toujours avec qui organise ces événements. Et aujourd'hui, donc, on a l'honneur de recevoir Robert Weiss, donc Robert Weiss est un professeur agrégé des universités, professeur de communication et de développement des organisations. Il a fondé et dirigé un billet Change and Innovation de 2000 à 2010. Et ses principaux centres d'intérêt ont été la recherche sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication, sur le développement personnel. Et j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 ou 3 ans maintenant Robert Weiss lors d'une formation sur le même thème que le webinaire qu'on va avoir aujourd'hui. Et c'était pour moi vraiment, j'ai apprécié énormément cette rencontre parce que cette approche du management et de la relation avec l'autre était pour moi révolutionnaire dans son interaction. C'est-à-dire qu'à la place d'être concentré sur le manager et sur l'effort que lui devait fournir, on donne une position au manager d'accompagnant qui lui permet en fait de faire ce travail, mais à travers le sentiment de donner aux autres. Et j'ai trouvé cette approche vraiment très, très révolutionnaire et intéressante. Je vais donc, avec joie, passer maintenant la parole à Robert Weiss pour faire sa présentation et nous faire bénéficier de son expérience et de sa recherche. Merci à tous. Merci beaucoup, David. Bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler en fait on peut prendre plusieurs entrées, mais on va parler de fermeture, d'ouverture, de confiance et de voir quelle influence ça a à la fois sur notre communication interpersonnelle et notre leadership. Alors, essentiellement, je vais partir de 2 types de fermeture. Une fermeture assez large, vous allez voir, je vais la définir en premier lieu, et je vous proposerai de faire un petit exercice là, à cette occasion. Et puis, une fermeture plus précise en fait, quand on est en situation de stress. Et on va voir là aussi ce que ça donne. Et les deux types de fermeture se conjuguent très souvent, comme vous pouvez en avoir l'intuition tout de suite. Alors, l'essentiel du séminaire d'aujourd'hui va être en fait de décrire des mécanismes et d'introduire des concepts pour justement décrire les mécanismes. Si on avait plus de temps, évidemment, on irait vers des choses très, très concrètes, c'est-à-dire comment on arrive à gérer les situations qu'on va évoquer dans cette heure de webinaire. Alors, je sais que vous avez l'occasion de poser des questions si vous utilisez l'item converser, là, enfin le petit logo converser, vous pouvez mettre des questions. On va faire attention aux questions que vous posez. Dans un premier temps, je vais exposer un certain nombre de choses, mais en fait, si je suis interrompu, moi, ça ne me gêne pas, au contraire. Et de toute manière, à la fin, on va revenir sur un certain nombre des questions que vous aurez posées. Voilà, alors peut-être que je vais commencer par… est-ce que… Il faut que je me rende compte. Est-ce que je suis est-ce que je partage l'écran à l'heure actuelle ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Alors donc, voilà. Ça, là, il doit y avoir un partage d'écran. Oui, c'est Voilà, bon. c'est ça. Bon, et, en fait, on a intitulé ce webinaire avec David Faisons le pari de la confiance. Et pour faire le pari de la confiance, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de notre propre boîte. Alors, il faut que je me mette, si je veux le faire dérouler, alors attendez, si je veux le faire dérouler, comment je fais? Peut-être en cliquant tout simplement dessus. En cliquant dessus, ouais, tout simplement. Hein. Alors, le premier niveau de fermeture dont je voudrais parler, c'est le fait que, et qui va déterminer beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie relationnelle, c'est en fait, c'est le fait que nous sommes centrés sur nous-mêmes. C'est le fait d'être centré sur nous-mêmes et
lorsqu'on est centré sur soi-même et si jamais on est bloqué dans le centrage sur soi-même, en fait, on se coupe à l'autre. Et donc, c'est une fermeture vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des autres avec lesquels on peut être en relation. Et on va voir les influences que ça a, parce que c'est très intéressant de voir les influences que ça a. Là, je vous ai mis quelque chose que certains d'entre vous doivent connaître, c'est-à-dire les positions perceptuelles. Et disons que si, par exemple, je suis X et que je suis en position 1, et que je suis, disons, bloqué en position 1, c'est-à-dire complètement centré sur moi-même, on va voir ce que ça donne dans la relation avec l'autre. Alors, je voudrais vous convier à un petit exercice. Le petit exercice, c'est le suivant. Si vous avez un papier et un crayon, et ça serait le plus commode, je vais vous poser des questions au fur et à mesure et vous allez remplir ça. Ça va aller très vite, hein, mais ça va nous permettre de faire un certain nombre de choses ensemble et de tirer des fils. Donc, sur votre feuille de papier, vous dessinez 4 cadrans et vous allez très rapidement écrire quelques points dans chacun des cadrans. Et donc, vous allez voir… Ah, pardon, excusez-moi. Si je dois revenir en arrière, c'est comment? Comment je fais pour revenir en arrière là? À la flèche vers la oui, gauche. ça, voilà, d'accord. Donc, ça marche. C'est que ça marche normalement. Bon, c'est très bien. Alors, je voudrais que vous concentriez et que vous vous mettiez en fait, à visualiser une situation et surtout une personne, par exemple, avec laquelle vous avez des problèmes de communication. C'est-à-dire que cette personne, les comportements de cette personne vous gênent et ce qu'elle fait vous gêne et donc et a un impact sur vous, un impact, disons, qui vous déplaît sur vous-même. C'est-à-dire que vous auriez d'une certaine manière des reproches à faire à cette personne, blâmer cette personne pour un certain nombre de ses comportements. Voilà. Alors, si vous êtes concentré, que vous avez comme ça l'image de quelqu'un avec lequel la relation est difficile, une personne avec laquelle la relation est difficile, vous allez mettre dans le cadre numéro 1 juste une description rapide en style télégraphique, en bullet points. Vous allez mettre qu'est-ce que fait cette personne. Et vous mettez quelques points, 3, 4 points. Qu'est-ce que fait cette personne au moment justement où son comportement vous gêne, hein, dans ce qu'elle fait qui vous gêne, sur lequel vous pourriez formuler des critiques. Dès que vous voyez les quelques points que vous avez mis dans le casier, dans le cadre numéro 1, vous allez au cadre numéro 2. Et là, vous dites comment vous voyez cette personne. Bon, peut-être que c'est une personne rigide, sectaire, bon, j'en sais rien, complètement centrée sur elle-même. Je ne sais pas ce que vous allez mettre, mais dites comment vous voyez cette personne. Comme si vous aviez à, d'une certaine manière, dire quelque chose qui définit à ce moment, au moment où elle fait ce qu'elle fait et qui vous dérange, qui vous déplaît, comment vous voyez cette personne à ce moment-là et que vous allez le dire là, dans ce cadre numéro 2. Et vous êtes, vous, sous l'effet, en fait, du comportement et vous êtes vous-même pris dans la position 1, c'est-à-dire que vous êtes centré sur vous-même à ce moment-là. Et en voyant ce qu'elle fait et en la considérant comme vous l'avez défini dans le cadre numéro 2, comment vous voyez cette personne, dites à ce moment-là qu'est-ce que vous faites vous-même. Et là encore, sur quelques bullet points, vous mettez qu'est-ce que vous faites à ce moment-là. Au moment où, en fait, vous êtes importuné par cette personne, son comportement vous dérange, vous la voyez telle que vous la voyez et que vous l'avez définie dans le cadre numéro 2,
À ce moment-là, dites ce que vous faites à ce moment-là, en réaction à tout ça, à ce moment-là. Vous qui êtes justement centré, préoccupé par vous-même à ce moment-là. Et puis, je vais vous demander de faire un petit effort maintenant. C'est de vous dire, tiens, voyant ce que vous faites, qui est en réaction à ce qu'elle fait et qui vous dérange, et à la manière que vous avez de la voir, cette personne. Mais voyant ce que vous faites, à ce moment-là, comment elle vous considère? Qu'est-ce qu'elle voit? Si elle avait à répondre dans le cadre numéro 4, de la même manière que vous avez répondu dans le cadre numéro 2, c'est-à-dire, mais vis-à-vis de vous-même cette fois, comment elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle voit comme personne en face d'elle? On continue à aller vite, hein, mais je fais l'hypothèse que vous avez défini comment elle vous voit, hein, qu'est-ce qu'elle voit comme personne en face d'elle. Et maintenant, je voudrais vous poser une question et vous allez répondre à cette question telle que vous en avez l'expérience. Est-ce que vous voyant réagir, vous comporter comme vous vous êtes comporté, que vous avez décrit dans le cadre numéro 3, vous voyant comme elle vous voit, vous comporter en réaction à elle-même, hein, est-ce que cette personne va être encline à faire plus de ce que vous avez décrit dans le cadre numéro 1, à faire un peu plus de ce qu'elle fait, ou est-ce qu'elle va être encline à faire moins ou à s'arrêter de faire ce qu'elle fait? Donc, est-ce qu'elle va être plutôt plus, je veux dire, conforme à la manière que vous avez décrite, ou justement, ou plutôt moins? Et vous répondez pour vous-même. Et bon, j'aurais pu mettre utiliser une réponse automatique là, hein, mais on va faire une hypothèse qui est qu'est-ce que vous pensez? Si je vous vois là, par exemple ici, si je vous vois, et quels sont ceux qui pensent qu'elle va faire plus de ce qu'elle faisait? Si on fait un sondage et que vous levez la main comme ça. Oui. Bon, il y a beaucoup de gens que je ne vois pas parce qu'il y a le truc. Bon, j'aurais dû mettre un sondage tel qu'on sait les faire maintenant. Désolé de ne pas avoir pensé à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle va faire moins? Alors, pour les gens que je peux voir, je ne vois pas de personne qui me dit qu'elle va faire moins. OK, alors, on peut se mettre d'accord. En fait, la réponse la plus commune, depuis notre expérience à chacun, qu'est-ce que c'est? C'est que cette personne va faire plus de ce qu'elle fait. Et là, ça pose une vraie question. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que véritablement, nous sommes en train de reprocher un comportement à une personne, et ce que nous faisons, c'est d'exactement soit provoquer, soit maintenir, soit renforcer le comportement que cette personne a et que nous critiquons chez elle.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de collusion qui s'opère, involontaire, une complicité involontaire qui s'opère entre moi et cette personne, justement, et qui va conduire à quoi faire? Qui va conduire exactement, en fait, à renforcer le comportement de la personne, justement le comportement dont on la blâme, le comportement qu'on lui reproche. Notre attitude à nous génère ce comportement. C'est-à-dire qu'on invite les gens à se comporter de la manière dont que nous leur reprochons d'avoir. Alors, il faut se dire, mais pourquoi fait-on ça? Pourquoi fait-on ça? Et il semblerait qu'en fait, on mette plus d'énergie à quoi faire? À essayer d'avoir raison ou à justifier notre propre comportement plutôt qu'à résoudre le problème relationnel qu'on peut avoir avec une personne. Et on pourrait faire l'hypothèse maintenant, si jamais au même moment, par rapport à la même situation, on demandait à l'autre personne que vous aviez en tête de remplir les 4 cadrans tels que vous venez de le faire, que la conclusion serait la même. C'est-à-dire que véritablement, il y a une complicité entre nous et l'autre, entre l'autre et nous, à perpétuer le système dont chaque personne se plaint au moment où ça se passe. Donc, on est bien obligé de constater que justifier notre propre... Parce que le fait que cette personne continue à se comporter comme ça justifie notre propre comportement. C'est dans ces circonstances qu'on peut dire très très facilement, je te l'avais bien dit, regarde. Et donc, c'est un peu CQFD en quelque sorte. Et donc, on peut voir que, en fait, la personne se comporte exactement comme on l'avait décrit. Alors, je vais aller très très vite là, mais vous pouvez imaginer aussi comment ça se passe dans une organisation. Dans une organisation, ça marche avec des proximités, avec des groupes, avec des services, des départements, des clans aussi. On va prendre des personnes à témoin, on va avoir des alliés, l'autre personne va avoir des alliés. Et qu'est-ce qui se met en place là? Il se met en place que chacun d'entre nous connaît dans une organisation. Non seulement on le connaît au niveau personnel, mais on le connaît au niveau d'une organisation. C'est-à-dire qu'on va avoir des oppositions qui se cristallisent, des difficultés de collaboration inter-services ou inter-départements, ou inter-groupes, inter-équipes qui se mettent en place, avec des systèmes d'alliés et de clans de chaque côté. Bon, et ça, c'est en fait rien que cet élément-là, ce dont on parle, c'est qu'on voit bien ce que l'on génère. Si on reprend les positions perceptuelles du départ, lorsque nous sommes bloqués en position 1, c'est-à-dire nous sommes bloqués centrés sur nous-mêmes, et c'est à nous-mêmes que nous donnons la priorité, c'est-à-dire qu'on donne la priorité à quoi? Nos propres besoins, nos propres objectifs, nos propres difficultés, nos propres challenges. En fait, le comportement que ce principe de base, cette position de base génère, c'est que nous invitons l'autre personne à se bloquer en position 1 aussi. On l'a dit, nous provoquons chez l'autre ce dont nous nous plaignons. Et nous invitons chez cette personne à se comporter de la même manière que nous lui reprochons d'avoir. Donc voilà, alors, bon, on peut à ce moment-là, qu'est-ce qui domine là-dedans? Il domine le fait que, en fait, on est centré sur nous, donc sur nos besoins, nos objectifs, nos challenges. Mais de quelle manière nous regardons l'autre? Est-ce que nous la regardons comme une personne? En fait, nous le regardons plutôt comme un objet. Un objet de quoi? Un objet de critique, un objet de blâme. C'est comme ça que nous la regardons. Est-ce qu'à aucun moment, dans ce cas-là, dans ce que nous venons de décrire, dans une situation où véritablement on se plaint du comportement de l'autre, est-ce qu'à aucun moment nous considérons, mais quels sont ses besoins? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses difficultés? Quels sont ses challenges? Si nous considérions ça, évidemment, tout changerait. C'est-à-dire que, à la fois, nous soyons préoccupés par l'autre, que nous écoutions l'autre, que nous puissions comprendre
ses objectifs, ses challenges, ses difficultés, etc., ses besoins, à ce moment-là, tout changerait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous ne sommes pas centrés sur l'autre. Donc, le point de départ de cette complicité involontaire qui fait que les problèmes de communication que l'on peut avoir des gens, et puis ensuite, au niveau d'une organisation, les problèmes de collaboration, les problèmes de coopération entre services, entre départements, partent de ce point-là. Est-ce que notre vision du monde est centrée sur nous-mêmes ou est-ce que notre vision du monde est centrée vers l'extérieur et vers les autres? Et en ce qui concerne la communication interpersonnelle, on n'a pas le choix. L'absolue priorité que l'on doit donner à notre communication dans le cadre d'une communication interpersonnelle, c'est de donner la priorité à l'autre. Tant qu'on ne donne pas la priorité à l'autre, on rencontre les mêmes problèmes où on les perpétue. Donc ça, c'est le premier point, c'est la première fermeture. Et vous voyez qu'en général, cette fermeture, elle vise à quoi faire? Se justifier, avoir raison, plutôt que de résoudre les problèmes. Alors évidemment, si on se posait la question, mais tiens, cette personne me pose problème, et bon, quels sont justement ce dont elle a besoin? Quels sont ses défis personnels? Comment moi je contribue à augmenter ses difficultés? Est-ce que j'ai auparavant maltraité ou négligé cette personne? Qu'est-ce que je devrais faire pour l'aider? À ce moment-là, vous sentez bien combien on part sur une nouvelle configuration. Alors ça, c'est la première fermeture dont je voulais vous parler. Je voudrais maintenant aller vers un autre type de fermeture, un autre niveau de fermeture. Et celui-là, vous allez voir, est plus précis encore. On peut considérer que la première fermeture, c'est un grand cadre dans lequel on évolue. Le deuxième niveau de fermeture, c'est qu'est-ce qui se passe pour nous quand il y a du stress dans l'air. Excusez-moi, oui. Robert, il y a une question par rapport à ce premier point. Oui. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faudrait donner raison toujours à l'autre personne? Non, certainement pas. Hein. Le fait d'écouter quelqu'un n'est pas de lui donner raison. Le fait de comprendre ses besoins n'est pas de lui donner raison. Le fait de comprendre ses objectifs ou ses difficultés n'est pas de lui donner raison. Mais c'est simplement de montrer qu'on se centre sur lui et de montrer qu'on se met en position de comprendre, qu'on se met en position d'empathie, hein, pour dire les termes qui sont les plus utilisés. Mais l'empathie ne veut pas dire qu'on justifie. L'empathie signifie que l'on comprend et qu'on se met en position d'avoir l'intuition des émotions, des besoins, des objectifs, de se mettre en position de comprendre les positions de l'autre. Alors, on va le voir de manière encore plus nette dans le deuxième niveau de fermeture. Deuxième niveau de fermeture, c'est, je vous ai dit, c'est quand il y a du stress dans l'air. C'est plus précis. Dans le premier cas de figure, il n'y a pas besoin d'avoir du stress. Très souvent, on est centré sur nous et notre propre stratégie sans qu'on soit forcément sous stress. Mais c'est simplement que notre vision du monde est vers l'intérieur, est tournée vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Alors, je suis obligé de revenir à des éléments de base de la communication. J'espère que vous m'en voudrez pas. Quand je dis que la communication est un échange, alors c'est un échange d'opinions, de sentiments, d'émotions, etc., etc. Mais ce qui est le plus intéressant au-delà de ce qu'on échange dans la communication avec d'autres personnes, c'est que quelquefois, on est en train de communiquer avec quelqu'un, on est dans une communication interpersonnelle, et on se sent bien, on a envie de continuer, on aurait presque envie d'aller beaucoup plus loin avec la personne, d'avoir des projets peut-être avec elle. Et dans certains cas, et ça vient très vite, hein, très souvent c'est au bout de quelques minutes qu'on éprouve ces choses-là. Et au bout je veux dire, du même temps, 3 ou 5 minutes, quelquefois on se retrouve avec des personnes et qu'est-ce qu'on ressent? On ressent qu'on est épuisé, que la seule idée qu'on a en tête, c'est est-ce que je peux échapper à cette situation relationnelle? Comment je peux m'enfuir? Comment je peux mettre un terme? Parce qu'on a l'impression de perdre son énergie. Et donc, vous voyez qu'il y a 1000 cas de figure, mais si on prend 2 pôles, il y a un pôle où on a l'impression d'avoir plein d'envie
plein d'énergie pour faire et continuer. Il y en a d'autres où on a l'impression que c'est comme une hémorragie énergétique. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on échange dans la communication, et on échange plein de choses, comme on l'a vu dans la communication, avant tout, qu'est-ce qu'on échange? De l'énergie émotionnelle. L'énergie que l'on a, on le tire de l'interaction avec les autres en grande partie. Pas uniquement, mais en majeure partie. Et pour les autres, c'est pareil. C'est-à-dire que nous passons notre vie à quoi faire? À recevoir de l'énergie, à donner de l'énergie aux autres. Et d'où vient cette énergie? Cette énergie vient essentiellement en fait, est-ce que la qualité de l'échange, ce que nous échangeons, vient nourrir nos besoins psychologiques, et les besoins psychologiques qui sont primordiaux pour nous. Et si ça vient nourrir nos besoins psychologiques prépondérants, à ce moment-là, ça nous donne une énergie spécifique de bonne qualité. Et si la qualité de la relation, de la communication est telle que ça vient au contraire non satisfaire ou même créer un déficit au niveau de la satisfaction de nos besoins psychologiques dominants, à ce moment-là, on est en train de perdre de l'énergie. Et donc, la base, le point de départ, la base, c'est la satisfaction ou la non-satisfaction de nos besoins psychologiques dans l'interaction avec d'autres personnes. Et il peut se faire que maintenant, dans notre vie courante, ça peut se passer tous les jours pour nous, pour certains d'entre nous. Il peut se faire qu'on est face à une situation ou face à une relation et où, en fait, on a cette perception de la situation qui est la suivante. J'ai la perception que je n'ai pas assez d'énergie pour bien gérer cette situation. J'ai la perception que je n'ai pas assez d'énergie pour gérer harmonieusement et efficacement la relation que je dois mener avec cette personne. Et donc, quand on a cette perception d'un déficit énergétique, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pour nous. Alors, disons tout de suite que cette situation, ou disons la résultante de cette perception d'un déficit énergétique, c'est très bien connu. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le stress. Hein? Ça s'appelle le stress. Le stress, qu'est-ce que c'est? C'est une résultante. C'est une résultante d'une perception subjective, complètement subjective, qui est propre à nous, et qui est la perception d'un déficit énergétique. Alors, on peut être encore un peu plus précis. Ce n'est pas seulement dû à la perception d'un déficit, ça peut être aussi la perception d'une menace de perte d'énergie émotionnelle, c'est-à-dire la perspective d'un déficit à venir. Prenons les choses les plus simples de la vie. Vous êtes dans une situation publique, professionnelle ou privée, ça ne fait pas la différence. Et on vous dit, il y a telle personne qui veut te voir. Et à ce moment-là, vous faites cette réflexion. Attends, je ne me sens pas de voir cette personne maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas capable de mobiliser assez de ressources émotionnelles pour voir et pour gérer la relation avec cette personne maintenant. C'est ça que ça signifie. Donc ça signifie que la perspective de voir cette personne immédiate ou le fait de voir cette personne nous met sous stress. Prenons un deuxième cas de figure. Situation privée ou professionnelle, et on vous dit, il y a un tel qui veut te voir. Et tout de suite, vous avez cette réponse qui est formidable. Dites, attends, si je vois un tel maintenant, ça va me foutre en l'air ma journée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Dans votre tête, vous imaginez que l'interaction avec l'autre est une menace de perte de ressources, est une menace d'hémorragie d'énergie émotionnelle. Et donc, vous voyez que c'est les deux grands cas de figure qui peuvent nourrir le stress. J'ai un déficit ou j'ai une menace de perte de ressources émotionnelles. Alors, le stress, il peut être social, il peut être psychologique. Moi, personnellement, je vais me centrer ici sur le stress psychologique, c'est-à-dire ce qui se joue dans l'interaction, dans la communication interpersonnelle.
Et donc, on voit ce qu'est le stress. Le stress, c'est ça. C'est la résultante d'une perception, soit d'un déficit, soit d'une perte de ressources émotionnelles. Alors, ce qui est là maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment nous réagissons par rapport à ça. Il y a plusieurs manières de réagir à ça. Au moins, il y a deux grandes manières. La première, disons, face à une situation où on est justement en face de la perception d'un déficit énergétique. Si je n'ai pas assez d'énergie, logiquement, qu'est-ce que va faire mon organisme? Mon organisme est très bien réglé par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de me protéger. Il va essayer de me défendre. Contre quoi? L'éventualité de perdre encore un peu plus d'énergie. Et donc, il va se mettre en place des processus internes. Très souvent, ces processus, nous n'en sommes pas conscients. Et ces processus internes vont nous amener à quoi? Eh bien, il faut nous amener tout simplement à avoir des attitudes défensives, mettre une distance de protection par rapport aux autres, ou agir de telle sorte que on va couper la relation. Ou encore, ce qui peut se passer, c'est qu'on devienne complètement avare de notre énergie, en ayant l'impression que, justement, comme on a peu d'énergie, si jamais on commence à en donner à quelqu'un d'autre, on ne va plus en avoir du tout pour nous-mêmes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on devient défensif, non seulement on cherche à se protéger, mais en plus, on devient avare de notre énergie. C'est-à-dire qu'on ne donne plus d'énergie à l'autre. Et si on ne donne plus d'énergie à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, c'est très simple. On ne donne plus d'énergie aux gens. Quand vous ne donnez plus aux gens, qu'est-ce qui se passe? Vous ne recevez plus. C'est-à-dire que cette attitude, et encore une fois, cette attitude, la plupart du temps, n'est pas consciente. C'est un mécanisme de défense interne. Et bon, si on avait le temps de rentrer dans le détail, et je le ferai que si j'ai le temps, mais on verrait que, en fait, ce mécanisme de défense interne, dont on n'est pas conscient, est gouverné par des peurs internes. Et justement par des peurs de ne pas avoir la satisfaction de nos besoins. Et ces peurs internes gouvernent nos comportements et entraînent des comportements, bon, on l'a dit, défensifs, de protection, etc., qui sont automatiques, qui sont répétitifs, que chacun d'entre nous connaît par cœur. Parce que nous les mettons toujours en place, les mêmes types de comportements. Et ces comportements visent à quoi faire? Ne pas perdre de l'énergie ou quelquefois à voler de l'énergie à l'autre, c'est-à-dire à nous nourrir aux dépens de l'autre. Nourrir nos besoins aux dépens de l'autre. Ces mécanismes-là, quand ces mécanismes se mettent en place, nous perdons les commandes de nos comportements. Très souvent, nous apercevons que nous venons de nous comporter d'une manière juste après avoir mis en place le comportement. Sur l'instant, ce comportement est souvent un soulagement. Sur l'instant, il nous apporte une énergie, comme une vague énergétique. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Vient la culpabilité, des regrets, des remords, un malaise, une frustration, parce que évidemment, le comportement qu'on a généré a des effets, a un impact sur l'autre. Et cet impact, justement, il ne peut pas être positif, puisqu'on vient de voler de l'énergie à l'autre, ou de le rembarrer d'une certaine manière. Donc, l'autre ne va pas être bien disposé à notre égard. Et on sait ça. Et souvent, ça se passe avec des gens qu'on côtoie tous les jours. Donc, la prochaine fois qu'on doit travailler avec cette personne, ou la suite de la réunion, qu'est-ce qui va se passer? Ah, on est tendu, oui. Et on a ces sentiments de malaise. Et le soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner ça dans notre tête encore et encore. Quand on rentre en voiture chez soi, on va refaire la discussion. Le lendemain matin, quand on revient au travail, on repense à ça encore. C'est-à-dire que le coût de ce comportement qui vise à économiser de l'énergie va nous coûter une énergie farouche. Tout ça, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte aussi, c'est que on appelle ça le comportement de survie. J'appelle ça le comportement de survie. Et ce qui est notable aussi en même temps,
c'est que ce comportement de survie qui vise à nous protéger, qui est automatique, qui est répétitif, on pourrait voir, mais on n'a pas le temps parce qu'on pourrait voir ça par rapport au profil psychologique qui est stéréotypé. En fait, ce comportement de survie, dans ce comportement de survie, on y perd nos meilleures qualités. En particulier quoi? Puisque ce comportement est automatique et qu'il est géré par des peurs internes dont on n'est pas conscient, on y perd nos capacités d'adaptation à l'autre. Et on y perd non seulement nos capacités d'adaptation à l'autre, mais on y perd nos compétences et nos talents. Donc, quand on est en survie, en fait, petit à petit, on perd beaucoup de choses. On est démuni de beaucoup de choses en survie. De choses qu'on sait faire et qu'on ne sait plus faire quand on est en survie. Maintenant, dans la même situation, exactement la même situation, on peut prendre conscience de la situation. Ne pas être pris de vitesse par ses peurs internes, mais prendre conscience de la situation. Et si on prend conscience de la situation, là aussi, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Et si jamais on s'ouvre à l'autre, supposons, dans une situation difficile, hein, on s'ouvre à l'autre, ce qu'on disait dans la première partie, et on se centre sur l'autre, et qu'on se dit, mais quels sont ses besoins? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses difficultés? Et que l'on prenne en compte ça dans la relation, c'est-à-dire que finalement, on se mette en situation d'empathie et qu'on en retire ce que normalement l'empathie nous apporte, à ce moment-là, on peut mettre en place une autre stratégie. Celle-ci, consciente et volontaire, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui décidons de cette stratégie. Et notamment, on peut faire la stratégie, non seulement de l'ouverture à l'autre, mais en plus de se dire, je vais faire un pari. Quel est ce pari? C'est que l'énergie que je vais... Bien sûr que ça va me coûter de l'énergie. L'énergie que je vais investir là va me permettre d'améliorer la relation. L'énergie que je vais investir là va me permettre de bien gérer cette situation. Et à ce moment-là, et on sait d'expérience que dans la plus grande partie des cas, il y a des cas où ça ne marche pas. On investit, et puis on investit dans la relation, et puis la relation ne s'améliore pas. Hein, elle est toujours coûteuse. Mais dans la plus grande majorité des cas, lorsqu'on décide de faire le pari, d'investir de l'énergie pour changer les termes de l'échange avec l'autre, à ce moment-là, c'est couronné de succès. C'est-à-dire qu'on a un retour sur l'investissement. Alors, vous voyez, et ça, cette stratégie-là, où on garde nos capacités d'adaptation, au contraire, on utilise nos capacités d'adaptation, je veux dire, vraiment dans le meilleur de ce qu'elles ont, puisqu'on va tenir compte de la situation de l'autre, on va tenir compte de ses besoins, on va tenir compte de ses difficultés. À ce moment-là, cela va influencer notre comportement et on va pouvoir nourrir l'autre. Et en fait, si l'autre en face nous pose des problèmes de communication, c'est sans doute qu'il est en survie. C'est-à-dire qu'il est en quoi? En situation de déficit énergétique ou en situation de percevoir la situation comme une menace de perte d'énergie. Et nous, qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons donner de l'énergie nous-mêmes, délibérément, de notre propre chef, de l'énergie à l'autre. Pourquoi faire? Pour améliorer les termes de l'échange avec l'autre. Quelle va être la réaction de l'autre? En général, on sait d'expérience que la réaction de l'autre est une réaction positive. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas sur l'instant, ce n'est pas en claquant dans les doigts. Souvent, ça prend du temps. Quelquefois, ça prend 5 secondes. Quelquefois, ça prend un temps beaucoup, beaucoup plus important de changer les termes de l'échange avec l'autre. Mais on sait que, en fait, pour avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire améliorer la relation, les seuls qui ont un retour sur investissement, c'est ceux qui ont investi. Si on passe son temps à se protéger et à protéger son énergie, comme Harpagon avec sa cassette, bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne devient pas riche. Et on a ce paradoxe apparent, mais que tout le monde connaît, et qui fait qu'en communication, comme en finance d'ailleurs, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Et qui sont les riches?
Les riches, c'est ceux qui donnent. Alors ça, on n'est plus dans la finance exactement. Hein. Mais ceux qui sont riches, c'est ceux qui donnent. Et ceux qui donnent vont recevoir beaucoup. Donc les mécanismes qui font qu'on s'enrichit dans la communication, on s'enrichit par quoi? En étant généreux. C'est-à-dire en faisant des hypothèses qui sont des hypothèses optimistes par rapport à l'évolution de la relation, et qui sont des hypothèses où, en fait, on va se montrer généreux avec l'autre, c'est-à-dire que la base même, une des bases de la relation, d'une relation de qualité, qu'est-ce que c'est? C'est l'altruisme. Moi, je dirais, je joue un peu avec le terme altruisme, en disant que la base même des communications qui sont réussies, c'est même le nano-altruisme. Qu'est-ce que j'appelle le nano-altruisme? C'est le fait de donner des petites sources d'énergie aux gens quand on est en relation avec eux. Et qu'est-ce que c'est qu'une petite source d'énergie? Quelqu'un nous parle, on l'écoute. C'est déjà extraordinaire. Combien de fois on parle et on n'est pas écouté? Combien de fois des gens nous parlent et on ne les écoute pas vraiment? Le nano-altruisme, c'est d'écouter quelqu'un. D'écouter quelqu'un et d'essayer de le comprendre. Ce sont les petits gestes de la vie quotidienne qui font qu'on échange de l'énergie avec les gens et que les relations sont de qualité. Très souvent, on est tellement préoccupé par nous-mêmes, tellement centré sur nous-mêmes qu'il n'y a pas de place pour les autres. Donc là, et sous stress, ça joue un rôle capital. C'est ce qui permet de quelqu'un qui va en survie, c'est quelqu'un qui quoi? C'est quelqu'un qui est en déficit de ressources. Donc, on peut considérer que quelqu'un qui est en survie et qui nous pose des problèmes relationnels, en fait, qu'est-ce que fait cette personne? Elle est en train d'appeler à l'aide, tout simplement. Et elle ne sait pas qu'elle est en train d'appeler à l'aide, mais elle est en train d'appeler à l'aide. Et l'aide, et quel est le texte de cet appel à l'aide dont la personne elle-même n'a pas conscience? C'est donne-moi de l'énergie. Je manque d'énergie. Donne-moi de l'énergie. Et si on donne de l'énergie à la personne, elle n'a plus besoin de nous envoler. Elle n'a plus besoin de se protéger de la même manière. Donc tous les rapports changent à ce moment-là, à partir du moment où nous utilisons comme stratégie de gestion du stress, la croissance. Donc vous voyez que, en fait, dans la communication, nous avons deux versions de la communication. L'une en survie. Nous ne sommes pas aux commandes de nos comportements. Ils sont gouvernés par des peurs internes dont nous n'avons pas conscience. L'autre, la croissance, qui est une stratégie de croissance, d'ouverture, où on donne la priorité à l'autre, où on essaie de comprendre l'autre, hein, d'écouter et de comprendre l'autre. Ça, c'est au niveau de la communication. Et au niveau du stress, nous avons les deux mêmes stratégies. L'une qui est une stratégie défensive et où, en fait, on essaie simplement de conserver ce que l'on a et on va le perdre. Et on va le perdre. Et où, en fait, on regarde l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On blâme l'autre. Et on se met dans un processus, au lieu de se sentir responsable de la qualité de la relation, qu'est-ce qu'on fait? On met le blâme sur l'autre. En gros, qu'est-ce qu'on est? On est victime de l'autre. La plus grande partie des processus de victimisation sont ceux-là. C'est de ne pas assumer ses propres responsabilités dans la qualité relationnelle que l'on a avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est le fait d'être centré sur nous-mêmes et d'être avare de nos ressources relationnelles qui génère justement le sentiment que l'autre est un danger, que l'autre est un ennemi, que l'autre va nous voler le peu d'énergie que l'on a et on va tomber dans des processus de victimisation. Alors, si vous voyez que donc ce qu'on vient de dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que personne n'échappe à la survie. Pas plus moi que vous. Nous avons nos épisodes de survie tous les jours. Petite période, pas très grave. Survie légère, c'est pas très grave. Quelquefois, c'est un peu plus intense. Et donc, quand on est en survie, eh bien, en fait, sous le jour apparent d'un soulagement émotionnel, d'une décharge énergétique, bon, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de dégâts. On fait beaucoup de dégâts.
Et en fait, on fait beaucoup de dégâts, on essaie de les réparer. Mais c'est la vie de chacun d'entre nous. Personne n'y échappe. C'est-à-dire que la survie comme la croissance sont contingentes, elles dépendent des situations. Et il y a des situations qui nous mettent en survie. Et il y a des moments où on est démuni, on se fait prendre par la patrouille de vitesse. Les mécanismes internes vont tellement vite, les mécanismes émotionnels internes, les peurs internes gouvernent nos comportements tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on fait une bêtise au niveau relationnel. Encore une fois, c'est notre lot à tous. Quel est l'objectif qu'on peut se donner? L'objectif, il est évident. Comment on peut arriver à gérer en croissance le plus possible de situations que nous gérons normalement en survie? C'est-à-dire que l'objectif de gestion du stress, il est évident. Et c'est notre maturité émotionnelle qui est en jeu. Comment faire en sorte de gérer du stress tout en restant, du stress de plus en plus important, tout en étant, aux commandes de nos comportements, conscient de ce qui se passe pour nous et pour les autres en face de nous, et garder toutes nos compétences et nos talents. C'est ce qu'on apprend dans la vie en général. Progressivement, au fur et à mesure de notre vie, on apprend à faire ça. On devient de meilleur en meilleur. Bon, il y a des gens qui font exception, mais en général, on devient de meilleur en meilleur par rapport à ça. C'est ça la maturité émotionnelle, c'est ça la maturité psychologique. C'est ça les objectifs de développement que nous pouvons nous donner au niveau de la communication et de la relation. Alors, vous voyez comment ça se passe. Si je reviens vite, il est déjà 13h20. En survie, on part d'un capital émotionnel insuffisant, c'est-à-dire en fait, on n'est pas capable de mobiliser les ressources au moment où ça se passe. Évidemment, on a une disponibilité limitée des ressources émotionnelles et on part dans les mécanismes de survie. Protection, défense, centrage sur soi-même, fermeture vis-à-vis de l'extérieur. Évidemment, les échanges sont insatisfaisants puisqu'on s'est coupé à l'autre et qu'en plus, on ne s'adapte pas à l'autre. Les besoins sont insatisfaits et comme les besoins sont insatisfaits, et c'est là que se joue l'énergie, le capital émotionnel qui était insuffisant au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore plus insuffisant à l'arrivée. Ça, c'est ce qui se passe en survie. On est pris dans une spirale vicieuse, dans un cercle vicieux. En croissance, en fait, il se passe exactement l'inverse. Capital émotionnel suffisant, il serait plus exact de dire on est capable de mobiliser nos ressources et on est capable de prendre conscience de la situation au moment où ça se passe. On mobilise nos ressources. Et on mobilise nos ressources pour quoi faire? Pour faire face aux situations et notamment, en fait, les situations relationnelles difficiles. Et dans ces relations difficiles, peut-être qu'on est en face de quelqu'un qui est en survie, plus ou moins grande survie. Et on sait qu'un des éléments qui va permettre à cette personne de sortir de la survie, puisqu'elle est en survie, pourquoi? Parce qu'elle manque d'énergie, c'est de lui donner de l'énergie. Donc, on va nourrir les besoins de la personne. Et on rentre dans la croissance relationnelle. La croissance relationnelle, ça dépend de quoi? Se centrer sur l'autre, être à l'écoute de l'autre, vouloir connaître ses besoins, ses difficultés, ses challenges personnels, ses objectifs aussi. À ce moment-là, on a des chances que les échanges soient de meilleure qualité et d'arriver à une satisfaction appropriée des besoins, puisque c'est ce qui caractérise la croissance relationnelle. C'est de connaître les besoins de l'autre pour les nourrir et pour l'aider à sortir de la survie et peut-être de l'aider à sortir du stress. Et à ce moment-là, ces mécanismes-là, tels que je viens de les décrire, eh bien, qu'est-ce que ça nous apporte? Un capital émotionnel renforcé. Donc, vous voyez, je me centre sur ces mécanismes-là, la croissance et la survie. Je pourrais aller plus loin, mais je pense que, David, il faut que tu me dises, parce que peut-être qu'il faut se centrer un peu sur les questions et la réponse aux questions. Je voudrais ne pas monopoliser tout le temps qui nous est imparti là, mais on peut voir juste très rapidement que la croissance, en croissance, on est libre. C'est-à-dire qu'on est autonome. Au lieu d'être victime, on est responsable. Au lieu de se centrer sur nous-mêmes, on est ouvert à l'autre. Au lieu de défendre le peu que l'on a, on va être généreux et altruiste. Et au lieu d'être dans la répétition encore du même, encore et toujours du même, qu'est-ce qu'on va faire? On va être flexible, s'adapter de manière créative par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Et on ne va pas s'adapter à deux personnes de la même manière. Donc ça, c'est ce qui oppose la survie et la croissance. Et évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Notamment, comment peut-on aller plus loin?
et passer de ces principes. Vous voyez, j'ai essayé de décrire d'une manière simple, mais des choses qui sont conceptuellement relativement élaborées. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement les concepts, c'est qu'est-ce que ça donne dans la réalité des choses. Et à ce moment-là, comment on peut arriver à mettre ça en place? Alors là, c'est assez simple, mais c'est un champ entier. C'est le champ de toutes les formations qu'on peut faire. C'est comment on va donner de l'énergie, mais d'une manière très spécifique aux gens. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de leur structure psychologique. Comment on peut approcher la structure psychologique de quelqu'un? À travers son profil, ce profil psychologique, ou ce que moi j'appelle un profil de communication. C'est-à-dire que derrière ça, il y a toute une typologie psychologique et des profils de communication. Et selon les cas, eh bien, en fait, on va s'apercevoir que les gens ne passent pas en survie de la même manière. Certains se mettent en colère systématiquement et c'est plus fort qu'eux. D'autres se deviennent passifs et se recroquevillent sur eux-mêmes en se disant que de toute manière, personne ne les aime et qu'ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Et d'autres vont être complètement rigides sur des principes. D'autres, enfin, vont se disperser se disperser dans plein d'idées sans ordre de priorité ni sans structure, etc. etc. Tout ça, c'est ensuite les profils de communication. Si on les utilise non pas comme une fin, parce que moi, bien que j'ai travaillé pendant 30 ans ou 35 ans sur les profils de communication, je suis très sceptique par rapport aux profils de communication. Il ne faut pas que ce soit une finalité, parce que c'est juste une source d'information qui permet de quoi faire, qui permet de mieux se connaître, mais c'est surtout, par rapport à l'autre, de mieux se centrer sur l'autre et de manière plus pertinente, plus performante, centrée sur l'autre. Et d'avoir le type de comportement en croissance qui vient justement juguler le type de survie qu'a l'autre. Bon, voilà, je m'arrête là, juste avec une porte ouverte sur tout ce qu'on peut faire. Et évidemment, le champ qui est devant nous est beaucoup, beaucoup plus important que le champ que je viens de traiter. David, je te laisse la parole parce que peut-être que j'enlève le Merci document. Robert, merci beaucoup pour cet échange. On a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Et je vais donc commencer par une première question qui était de Jessica. C'est est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'assertivité? Oui, on peut faire un parallèle avec l'assertivité. Ce n'est pas la seule méthode avec laquelle on peut faire des parallèles. On peut faire la parallèle avec la CNV, on peut faire la parallèle avec beaucoup, beaucoup de choses. L'assertivité, oui, c'est le fait de ne pas se sentir en danger. C'est-à-dire que la personne qui est en survie en face de nous et qui nous pose des problèmes de communication, quelquefois par rapport en nous attaquant de manière violente ou agressive, quelquefois en étant totalement fermé à nos idées, quelquefois en ne nous écoutant pas, etc., etc. On pourrait prendre des cas de figure très différents et qui entament notre capacité à être assertif. Cette personne n'est pas un danger. Cette personne est en train d'appeler au secours. Et le point de départ, qu'est-ce que c'est? C'est justement de rester assertif et de se dire qu'est-ce qui se joue à cet instant dans la communication avec l'autre. De quelle manière je peux aider cette personne? Parce que cette personne est en train d'appeler à l'aide. Et c'est ça la vraie assertivité, c'est pas celle qui va dire je suis capable de tout faire, je suis le meilleur, etc., etc. C'est le fait de ne pas se sentir en danger en face d'une communication difficile, en face de personnalités difficiles, mais de se demander mais de quoi a besoin la personne et en quoi je peux l'aider à gérer cette situation, en quoi je peux l'aider à sortir de la survie, en quoi je peux l'aider à gérer son stress. Merci beaucoup. J'espère que cela a répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas dans le chat à demander les compléments dont vous avez besoin. Il y avait une autre question de la part de Pierre qui disait, face à certaines personnes toxiques, la bonne attitude n'est-elle pas justement de se protéger et d'être avare en énergie? Oui, et la question qui suit, cette question-là, c'est de se dire, en face de cette personne toxique, c'est-à-dire une personne qui nous coûte beaucoup d'énergie, hein, quand on se protège tout simplement, et on le fait tous, hein,
qui pourrait dire qu'il ne le fait pas? En tous les cas, pas moi. Bien sûr, je fais la même chose que tout le monde. Il y a une personne toxique, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'éviter. Mais la question la plus importante, ce n'est pas le fait qu'on essaie d'éviter la personne. Parce que ça, c'est simplement un aveu d'impuissance, le fait d'éviter cette personne. C'est la question qui est importante, c'est de savoir, mais est-ce qu'en faisant ça, j'améliore la relation avec cette personne? Et si cette personne, je travaille tous les jours avec elle? Et si cette personne, elle est dans un service avec lequel on doit travailler en coopération? Comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive à travailler ensemble? Est-ce qu'on arrive à améliorer nos rapports de travail ensemble? Et donc, cette solution que nous employons tous, elle est, c'est faute de mieux, on fait ça. Hein? C'est parce qu'on ne se sent pas capable d'améliorer les termes de l'échange. Et est-ce qu'on s'est posé la question de se dire, tiens, mais est-ce que je peux rentrer en relation avec cette personne de telle manière que je change les termes de l'échange avec cette personne? Est-ce que je peux rentrer en relation avec cette personne de telle manière que je me mette en position de finalement de la découvrir, de l'écouter, de savoir quels sont les besoins? Pourquoi dans ces mécanismes émotionnels, dans ces expressions émotionnelles, elle a un impact je veux dire, qui est tellement qui a un impact si défavorable sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Vous voyez que le point de départ pour moi, c'est toujours l'autre. Évidemment que quand on se centre sur l'autre, on se pose des questions par rapport à soi-même. Mais en fait, le point de départ, c'est toujours l'autre. C'est-à-dire, quels sont les problèmes que me pose l'autre? Comment je peux aider l'autre à les résoudre? Et ce faisant, évidemment que je vais me poser des questions sur moi-même et pratiquer du développement personnel dans cette occasion. Mais le point de départ, moi, je trouve que j'ai été dans le développement personnel toute ma vie. Je trouve que on est toujours centré sur soi. Rien ne dit que tous les efforts que l'on fait de développement personnel ont un impact relationnel. On comprend mieux ce qu'on fait, on gère mieux ces trucs, etc., etc. Mais le point de départ, la vie, elle est faite de quoi? Elle est faite de relations. On est tout le temps en communication avec les gens. On est tout le temps en relation avec les gens. Donc le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Et la relation avec l'autre, elle part d'où? Elle part de la personne qui est en face de moi. Alors justement, il y a une question de Ginès qui dit, mais est-ce que pour arriver à cet état de conscience, il faut déjà pas être très conscient de ses propres besoins dans une communication? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, c'est que ce mouvement est vertueux. Chaque fois qu'on va se poser la question des besoins de l'autre, on va sans doute être amené à se poser les questions de nos propres besoins. Si on oublie nos propres besoins, à ce moment-là, on rencontre une autre impasse, qui est le fait, la première impasse la plus courante, c'est quoi? C'est d'être complètement centré sur nous-mêmes et de ne pas être ouvert aux autres. La deuxième impasse, qu'est-ce que c'est? C'est de s'oublier soi-même et de n'avoir comme mission que de satisfaire l'autre. Les deux sont des impasses. Aucune des deux ne marche. Bien sûr qu'il faut tenir compte de nos propres besoins. Deux questions qui se rejoignent en fait, c'est comment est-ce que lorsqu'on tombe dans cette déficit d'énergie, lorsqu'une relation est difficile, comment est-ce qu'on arrive à un moment à ne pas se laisser en fait embarquer dans cette spirale et de passer en survie, quoi? En fait, je suis désolé, mais rien ne le garantit. Vous savez, très souvent, on essaie de gérer en croissance la relation avec une personne qui est en survie. Et puis, à un moment donné, il se produit un mécanisme chez nous, c'est-à-dire que c'est comme si on avait épuisé nos réserves d'énergie, et tac, on passe en survie. Et tout ce qu'on voulait éviter de faire, tout d'un coup, on le met en œuvre. Et on dit, bah, va te faire voir. Il y en a marre, quoi. Hein? C'est ça qui se passe. Vous voyez que vous connaissez, tout le monde connaissait ces situations où on fait des efforts,
Et en fait, tac, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On bascule en survie. On n'est jamais garanti de ne pas basculer en survie. Alors, la question précédente est une bonne question. Quels sont les besoins de l'autre? Quels sont mes besoins à moi? Très souvent, au fur et à mesure, et c'est ça notre maturité psychologique, hein, le développement personnel, c'est ça, c'est de savoir ce qu'on est capable de faire et de savoir et d'avoir des signaux à des moments donnés qu'on pourrait devenir vulnérable. Or, tout le développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est de faire en sorte d'être moins vulnérable en quoi faisant? En connaissant très bien nos vulnérabilités, y compris en parlant, en étant ouvert au niveau de nos vulnérabilités. Parce que le fait d'être ouvert au niveau de nos vulnérabilités, au niveau de nos faiblesses, qu'est-ce que ça donne? Ça fait tomber les masques. Ça donne de la confiance. Or, la confiance, c'est la base de tout. Vous voyez bien que tout ce qu'on dit là tourne autour de la confiance. La confiance de quoi? La confiance de se centrer sur l'autre et de lui donner la priorité plutôt qu'à moi. La confiance que j'ai en moi, que je vais pouvoir rétablir la confiance avec l'autre et changer les termes de l'échange avec l'autre. Et puis, la confiance que la personne ne va pas utiliser contre moi, justement, les vulnérabilités et les faiblesses que je montre par rapport à moi-même. Tous ces éléments sont des éléments de confiance. Et la confiance, vous savez, très souvent, le problème, c'est qu'on est méfiant par rapport à la confiance. On se méfie de la confiance. Or, si on ne fait pas le pari de la confiance, très souvent, on ne fait pas confiance. Donc, il faut que ça ne se passe que dans l'expérience. Merci beaucoup Robert. Écoute, il n'y a pas de nouvelles questions. Ce que je propose, si cela est possible, c'est d'activer le son de tout le monde pour